Denise Carter entra au centre commercial Greenwood pour faire du shopping. Pour le personnel, elle n'était qu'une femme noire de plus avec un lourd sac à main, une proie facile à accuser. Les agents de sécurité Miller et Davis resserrèrent leur cercle, leurs pas lourds d'autorité, impatients de la coincer. Puis vint l'officier James Raigne. Bruyant, suffisant, l'exécuteur de la peur déguisé en loi. Mais ce qu'aucun d'eux ne voyait, c'était le feu derrière ses yeux calmes, 2 décennies de service, un grade de capitaine gagné par la ténacité et la détermination. Ils pensaient qu'elle se plierait tranquillement. Ils avaient tort. En un instant, l'arrogance trouverait son châtiment. Avant d'aller plus loin, commentez d'où vous regardez dans le monde et assurez-vous de vous abonner, car l'histoire de demain est à ne pas manquer. Le soleil de l'après-midi du samedi filtrait à travers les puits de lumière du centre commercial Greenwood, projetant des taches chaudes sur les sols polis. La capitaine Denise Carter marchait avec détermination, son sac en cuir se balançant doucement à son côté. Après une longue semaine de paperasse et de réunions de personnel, la simple tâche d'acheter le cadeau d'anniversaire de sa nièce lui semblait être une bouffée d'air frais. Quelque chose de spécial pour Jasmine, murmura-t-elle pour elle-même, balayant les vitrines. Le centre commercial bourdonnait d'acheteurs du week-end, de familles avec poussettes et d'adolescents traînant près de la fontaine. Denise s'autorisa à se détendre, repoussant les pensées de travail. Ce sentiment de paix dura exactement 8 minutes. Elle les remarqua dans le reflet d'une vitrine, 2 agents de sécurité maintenant ce qu'ils pensaient probablement être une distance subtile. Le plus grand, dont l'étiquette nominative indiquait Miller, parlait dans sa radio tout en la fixant du regard. Le garde plus petit, Davis, jetait des coups d'œil entre elle et son partenaire, l'air mal à l'aise. La mâchoire de Denise se crispa. 20 ans de service, et elle pouvait repérer une surveillance à des kilomètres. Elle avait déjà été suivie dans des magasins. Ce n'était rien de nouveau, mais cela ne rendait pas la douleur moins vive. Bien reçu. La voix de Miller traversa le couloir. Femme noire, sac en cuir marron, pull bleu, on garde un œil sur elle. Les doigts de Denise se serrèrent en poing. L'envie de se retourner et de les affronter lui traversa le corps. Elle pouvait brandir son insigne, voir leur visage se décomposer, les faire se tortiller. Mais non, elle n'était pas en service, elle faisait des courses pour sa nièce. Elle ne les laisserait pas gâcher cela. Prenant une profonde inspiration, elle entra dans la boutique Crystales, un magasin de bijoux et d'accessoires haut de gamme. La douce odeur de parfum à la vanille emplit l'air, et une musique jazz douce jouait en fond. Derrière le comptoir, une femme blanche d'âge moyen vêtue d'un blazer impeccable, Linda, selon son badge, se raidit visiblement. « Puis-je vous aider ?» Le ton de Linda était sec, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Je regarde juste, merci. » Denise garda sa voix calme et agréable, bien que son cœur martelait sa poitrine. Elle se dirigea vers un étalage de délicats bracelets à breloques, exactement le genre dont Jasmine faisait allusion depuis des mois. À travers la vitre, Denise pouvait voir Linda suivre ses mouvements dans le miroir derrière le comptoir. Devant l'entrée du magasin, Miller et Davis rôdaient, prétendant maladroitement étudier une carte de directory. « Ce sont tous des présentoirs verrouillés », annonça Linda à voix haute, apparaissant au coude de Denise. « Ils ne peuvent être retirés que par le personnel. »« Je comprends », répondit Denise, toujours concentrée sur les bracelets. « Quand je serai prête à voir quelque chose, je vous le ferai savoir. » Linda ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, elle se rapprocha, ses yeux allant de Denise à son sac à main. Le sac en cuir, pour lequel Denise avait économisé 3 mois, lui donnait soudain l'impression de brûler contre son flanc. « En fait, » dit Denise en se redressant, « je voudrais voir ce bracelet en argent avec le charme papillon. » Linda hésita, puis tendit lentement la main pour prendre ses clés. Alors qu'elle ouvrait le présentoir, Denise remarqua que ses mains tremblaient légèrement. L'anxiété de la gérante était palpable, comme si elle s'attendait à ce que Denise saisisse tout le plateau et s'enfuit. Le bracelet était magnifique, ses maillons délicats captant la lumière, de minuscules cristaux scintillant le long des ailes du papillon. Denise sourit, imaginant le visage de Jasmine s'illuminer en l'ouvrant. « Je vais le prendre », commença-t-elle. « Excusez-moi », la coupa brusquement Linda. « J'ai besoin de voir l'intérieur de votre sac. » La boutique devint silencieuse. Même le jazz sembla s'éteindre. Denise sentit la chaleur monter dans sa nuque tandis que d'autres clients se retournaient pour la fixer du regard. « Excusez-moi. » Elle garda sa voix basse, contrôlée. Un bijou a disparu de ce présentoir.
La voix de Linda devint plus forte, plus confiante alors que Miller et Davis entraient dans le magasin. Je vous ai vu glisser quelque chose dans votre sac à main. Les mains de Denise commencèrent à trembler, non pas de peur, mais de fureur. C'est absolument faux. Je n'ai rien touché à part le bracelet que vous venez de me montrer. Madame, veuillez coopérer. Miller s'avança, la main posée sur sa radio. Videz votre sac sur le comptoir. Denise se redressa de toute sa taille, sentant le manteau familier de l'autorité se poser sur ses épaules. Je ne le ferai pas. Je n'ai rien volé, et vous n'avez pas le droit de fouiller mes biens personnels sans motif raisonnable. Davis se déplaça nerveusement derrière son partenaire. Le visage de Linda était devenu rouge, mais elle insista. Soit vous nous montrez ce qu'il y a dans le sac, soit nous appelons la police. C'est du harcèlement, déclara Denise fermement. Vous me suivez depuis que je suis entré dans ce centre commercial. Vous me ciblez parce que je suis noir et je ne me soumettrai pas à cette humiliation. Miller se rapprocha, essayant d'utiliser son imposante stature pour l'intimider. Dernière chance. Ouvrez le sac ou les choses vont se compliquer. Denise resta ferme, le cœur battant, mais la voix stable. Je n'ouvrirai rien. Vous n'avez aucun droit, aucun motif raisonnable et aucune preuve. Reculez. Ça suffit. Miller attrapa sa radio. Code 10 à la boutique Crystal S. Sujet refusant de coopérer, demande de renfort de police. D'autres clients s'étaient rassemblés à l'entrée, leur téléphone levé. Linda se tordait les mains, l'air moins certaine maintenant que les choses dégénéraient. Davis continuait de jeter des coups d'œil aux sorties comme s'il envisageait de s'échapper, mais Denise ne bougea pas. Elle avait affronté des suspects armés et des officiers corrompus, elle ne se laisserait pas intimider par la sécurité du centre commercial et une gérante de magasin pleine de préjugés. Son sac resta fermement à son côté, ses yeux fixés sur Miller. Vous faites une très grave erreur, dit-elle doucement. La tension crépita entre eux alors qu'ils attendaient l'arrivée des renforts, aucune des parties n'étant prête à reculer. La tension dans la boutique Crystal S s'épaissit alors que Denise gardait son calme, même si sa colère menaçait de déborder. Avant de continuer avec ses accusations sans fondement, dit-elle d'une voix égale à Linda, « Pourquoi ne pas revoir vos caméras de sécurité ? Elles montreront que je n'ai rien pris. » La confiance de Linda vacilla un instant. « Les caméras ? Elles sont juste là. » Denise montra le dôme noir évident dans le coin du plafond. « Et là, et là. » Alors, regardons les images ensemble. Miller n'attendit pas la réponse de Linda. Il attrapa le bras droit de Denise, ses doigts s'enfonçant dans sa peau. Davis, l'air de plus en plus mal à l'aise, prit son bras gauche avec une prise plus douce. « Vous avez été prévenu, » grogna Miller. « Maintenant, vous entravez les opérations de sécurité. » La formation policière de Denise se mit en marche. Elle aurait pu briser leur prise en quelques secondes, mais cela n'aurait fait qu'aggraver les choses. Au lieu de cela, elle garda sa voix ferme et suffisamment forte pour que la foule grandissante l'entende. Je demande calmement à voir les images de sécurité qui prouveraient mon innocence. Ce n'est pas de l'ingérence. C'est une solution raisonnable. L'entrée de la boutique s'assombrit soudainement lorsqu'une silhouette aux larges épaules se fraya un chemin parmi les badauds. L'officier James Rain entra avec arrogance, son insigne étincelant, son visage tordu par ce qui semblait être de l'anticipation plutôt que de l'inquiétude. Denise connaissait Rain de réputation. Les plaintes à son sujet atterrissaient régulièrement sur son bureau, arrestations agressives, usage excessif de la force, ciblant particulièrement les clients noirs. Il avait réussi à éviter de graves conséquences, protégé par des relations au sein du département. « Qu'est-ce qu'on a ici ?» tonna Rain, faisant étalage de son examen de la scène. Sa main reposait négligemment sur son arme, une tactique d'intimidation délibérée. Linda se précipita pour expliquer. Elle ne veut pas nous laisser vérifier son sac pour un vol. Encore une qui cause des problèmes. Rain la coupa, fixant son regard hostile sur Denise. Toujours la même histoire, n'est-ce pas? Officier, commença Denise, maintenant son ton professionnel. C'est un malentendu qui pourrait être facilement résolu par. Sans avertissement, Rain attrapa son épaule et la plaqua contre la paroi vitrée de la boutique. L'impact fit trembler les vitrines à l'intérieur, et plusieurs clients haltèrent. Le verre était froid contre sa joue alors que Rain la pressait plus fort. « Ne me dites pas comment faire mon travail » grogna-t-il près de son oreille. « Les mains derrière le dos, maintenant. »
C'est un usage excessif de la force, déclara Denise à voix haute, gardant toujours sa voix contrôlée malgré la rage et l'humiliation qui brûlaient dans sa poitrine. J'ai des droits, et vous les violez. Des droits. Reine rit, lui tirant les bras en arrière brutalement. Vous avez le droit de vous taire pendant que j'ajoute la résistance à l'arrestation à vos chefs d'accusation. Les menottes se refermèrent en un clic, inutilement serrées. Autour d'eux, la foule s'était agrandie. Des téléphones étaient partout, enregistrant la scène. Certaines personnes chuchotaient avec dégoût. D'autres criaient que ce n'était pas normal, mais personne n'intervint. Reine la fit pivoter et commença à la faire marcher vers le couloir du centre commercial. Chaque pas était une étude de fureur contenue pour Denise. Elle avait passé sa carrière à lutter contre ce genre d'abus de pouvoir, et maintenant elle en faisait l'expérience directe. Le couloir principal du centre commercial s'était immobilisé. Les clients se pressaient contre les vitrines, les téléphones levés haut pour capturer le spectacle d'une femme noire bien habillée exhibée menottée. Denise garda la tête haute, même si ses épaules criaient à cause de l'angle inconfortable de ses bras. Vous faites toute une scène pour rien, annonça Reine à voix haute, jouant pour son public. Auriez dû simplement coopérer. Ils atteignirent la sortie latérale du centre commercial où attendait la voiture de patrouille de Reine. Le soleil de l'après-midi était dur après la lumière filtrée du centre commercial, et Denise dut cligner des yeux plusieurs fois pour ajuster sa vision. Avant que cela n'aille plus loin, dit-elle clairement, se tournant pour faire face à la foule grandissante de badauds. Je pense que vous devriez savoir quelque chose, officier Reine. Gardez ça pour l'enregistrement, claqua-t-il, tendant la main vers la portière de la voiture. Je suis la capitaine Denise Carter, 15e district. Sa voix porta à travers le parking. Mon insigne est dans ma poche avant, ce que vous auriez su si vous aviez pris la peine de demander une pièce d'identité avant de m'agresser. Les murmures de la foule s'intensifièrent. Plusieurs personnes se rapprochèrent, les téléphones enregistrant toujours. Le visage de Reine vacilla d'incertitude avant de se durcir en un ricanement. Bien sûr que vous l'êtes, railla-t-il. Mais il y avait une nouvelle nervosité dans sa voix. Et moi, je suis le commissaire de police. Vérifiez ma poche, insista Denise. Côté gauche. Reine hésita, puis tapota brusquement sa poche. Sa main se figea en rencontrant la forme familière d'un insigne de police. Lentement, il le retira, le bouclier doré captant la lumière du soleil. C'est un faux, déclara-t-il, mais sa voix avait perdu son autorité. Une autre accusation. Usurpation d'identité d'agent. La réaction de la foule fut immédiate. C'est une capitaine, cria quelqu'un. Il a arrêté une capitaine de police qui faisait du shopping, ajouta une autre voix. Les téléphones continuaient d'enregistrer, documentant chaque seconde du malaise de plus en plus évident de Reine. Je vous suggère de retirer ces menottes, dit Denise doucement. Avant de vous enfoncer davantage, officier. Cet insigne pourrait être faux, insista Reine, mais ses mains tremblaient légèrement. Je vous emmène pour vérification et j'ajouterai des accusations. Pourquoi faire, défia Denise, gardant sa voix stable malgré sa colère grandissante. Faire du shopping en étant noir? Est-ce toujours votre procédure standard, officier Reine? D'autres téléphones apparurent dans la foule. Quelqu'un diffusait en direct. Le visage de Reine était devenu d'un rouge écarlate alors qu'il réalisait à quel point il s'était lourdement trompé. Mais au lieu de reculer, il attrapa de nouveau le bras de Denise, essayant de la forcer à entrer dans la voiture de patrouille. Vous ne faites qu'aggraver votre cas, grogna-t-il. Faux insigne, résistance à l'arrestation, entrave à un agent. Le volume de la foule augmenta, leur indignation palpable. Denise tint bon, même menottée, sa voix portant clairement au-dessus du chaos grandissant. Chaque seconde de ceci est enregistrée, officier. Chaque abus de pouvoir, chaque violation de protocole. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? La colère de la foule monta comme une vague, leur voix s'élevant dans une protestation unifiée. Laissez-la partir, cria quelqu'un de l'arrière. D'autres reprirent l'appel, et bientôt des dizaines de personnes scandaient, leurs téléphones tenus au comme des torchés dans la lumière déclinante de l'après-midi. Reine se déplaça inconfortablement, tenant toujours le bras de Denise, mais clairement incertain de la marche à suivre. Ses tactiques habituelles d'intimidation se retournaient spectaculairement contre lui alors que de plus en plus de visiteurs du centre commercial s'arrêtaient pour rejoindre l'assemblée grandissante. Ça va devenir viral, annonça à voix haute une adolescente,
les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Déjà 1000 partages sur TikTok. Vous voyez ça? Ils ont arrêté une capitaine de police noire qui faisait du shopping. Denise resta parfaitement immobile, sa posture droite malgré le pincement des menottes. Elle avait géré d'innombrables confrontations au cours de ses 20 ans de service. Mais être de ce côté des menottes lui offrait une nouvelle perspective, une qui brûlait profondément dans sa poitrine. Un superviseur de la sécurité du centre commercial arriva en courant, le visage rougi par la panique. Derrière lui, une femme en tailleur impeccable tenait son téléphone, parlant rapidement dedans. Le superviseur observa la scène, la foule en colère, la capitaine de police menottée, l'officier règne de plus en plus agité, et son visage pâlit. Les affaires internes sont en route, annonça la femme en tailleur, s'identifiant comme Patricia Wells, la directrice des relations publiques du centre commercial. Officier, peut-être devrions-nous déplacer cette situation à l'intérieur. Il n'y a rien à déplacer à l'intérieur, déclara Denise fermement. Ces menottes doivent être retirées maintenant. D'autres téléphones apparurent dans la foule. Les directs se multiplièrent. Les commentaires et partages explosèrent sur les plateformes de médias sociaux. L'histoire se répandait plus vite que quiconque ne pouvait la contrôler. Regardez ces chiffres, cria quelqu'un. 20 000 vues déjà. Patricia Wells s'approcha, son sourire professionnel tendu. Officier règne, étant donné les circonstances, peut-être devrions-nous. Je ne prends pas d'ordre de la direction du centre commercial, claqua Règne. Mais sa bravade s'effritait. Des perles de sueur perlaient sur son front malgré l'air frais. Une voiture de police entra dans le parking, ses lumières clignotantes, mais sirènes silencieuses. Le sergent Robert Watkin sortit, son visage marqué par le temps soigneusement neutre alors qu'il évaluait la situation. Il avait travaillé avec Denise pendant des années, connaissait sa réputation d'intégrité. Officier Règne, appela Watkin, son ton faussement désinvolte. Vous voulez me dire pourquoi vous avez une capitaine de police menottée? La poigne de Règne sur le bras de Denise se desserra enfin. Sergent, je répondais à un appel de vol. Cette femme prétendait être une capitaine, mais c'est la capitaine Carter. Watkin l'interrompit. L'officier supérieur de votre supérieur. L'insigne que vous tenez est réel. Je vous suggère de vérifier ce fait rapidement. La foule s'était tue, regardant le drame se dérouler. Le visage de Règne traversa une série d'émotions, colère, peur, calcul. Finalement, d'une main tremblante, il sortit ses clés et retira les menottes. Denise se frotta les poignets, notant les marques rouges là où le métal avait pénétré sa peau. Elle aurait des ecchymoses de main, preuve d'une autre rencontre de routine qui avait mal tourné. Patricia Wells s'avança, parlant assez fort pour que les téléphones de la foule captent chaque mot. Capitaine Carter, au nom de Greenwood Mall, je tiens à vous présenter nos plus sincères excuses pour cet incident regrettable. Nous sommes fiers d'être un espace accueillant pour tous les acheteurs, et il est clair que nous vous avons fait défaut aujourd'hui. Incident regrettable, répéta Denise, sa voix perçante. C'est ainsi que nous appelons maintenant le profilage racial et la brutalité policière? La directrice des relations publiques tressaillit. Davantage de téléphones enregistrèrent son malaise. Nous allons mener une enquête complète, poursuivit Wells, son vernis professionnel se fissurant légèrement. Nos protocoles de sécurité seront minutieusement examinés. Et épargnez-moi, la coupa Denise. Vos caméras de sécurité ont tout enregistré. Je vous suggère de conserver ces images. La foule murmura son approbation. Plusieurs personnes crièrent leur soutien, proposant d'envoyer leurs vidéos comme preuve. Pendant que l'équipe de communication du centre commercial tentait de gérer la crise grandissante, le sergent Watkin se rapprocha de Denise, parlant à voix basse. Vous devriez savoir, Règne était à sa radio avant que j'arrive. Laissez-moi deviner, répondit Denise doucement. Il rédige sa version des faits? Watkin hocha la tête d'un air sombre. Il prétend déjà que vous avez résisté et l'avez frappé pendant l'arrestation. Vous savez comment fonctionnent ces rapports. La première version sur papier devient le récit officiel. Denise sentit une nouvelle vague de colère, mais garda son expression neutre. Elle avait déjà vu ce schéma, de faux rapports utilisés pour justifier un usage excessif de la force, en particulier contre les citoyens noirs qui osaient défendre leurs droits. Il ne sait pas à qui il a affaire, dit-elle à Watkin. La foule commença enfin à se disperser alors que la direction du centre commercial s'efforçait de rétablir les opérations normales.
Denise récupéra ses affaires, y compris son insigne, que Regne avait laissé tomber au sol, avant de quitter rapidement les lieux. Le trajet de retour à la maison sembla surréaliste. Les rues familières de son quartier avaient la même apparence, mais tout avait changé. Ses mains étaient fermes sur le volant, mais son esprit s'emballait, parcourant les implications de ce qui s'était passé. En entrant chez elle, Denise se dirigea directement vers son bureau. Elle devait tout documenter pendant que c'était frais dans sa mémoire. L'ordinateur portable s'alluma avec un doux ronronnement. Sa notification de courriel sonna. Nouveau message du département. Objet, rapport d'incident DT123487. Denise ouvrit la pièce jointe, sa mâchoire se crispant à la lecture. Selon le rapport de Regne, elle avait été combative et agressive dès le début. Il affirmait qu'elle avait frappé les officiers et résisté au protocole de sécurité légitime. Le rapport brossait le portrait d'une femme noire en colère et hors de contrôle, le stéréotype exact contre lequel elle avait lutté toute sa carrière. Elle se cala dans sa chaise, les accusations brûlantes sur son écran. Le courriel avait été copié aux affaires internes, au bureau du chef et au syndicat de la police. Regne avait agi vite, essayant de contrôler le récit. L'horloge de la cuisine affichait 19h30 lorsque Carla Johnson arriva, portant une bouteille de vin et l'expression inquiète que Denise connaissait bien après 15 ans d'amitié. En tant qu'avocate de la défense, Carla avait vu suffisamment de cas pour reconnaître quand des problèmes se préparaient. « J'ai commandé chinois », dit Denise, désignant les contenants à emporter sur la table de la salle à manger. « J'ai pensé que nous aurions besoin d'énergie pour cette conversation. » Carla posa son sac et en sortit une chemise cartonnée. « J'ai examiné le rapport que vous avez envoyé. C'est pire que ce que je pensais, Denise. » Elles s'installèrent à table, le confort familier de leur dîner habituel, maintenant éclipsé par les événements de la journée. Denise servit la nourriture pendant que Carla versait le vin, les deux femmes tombant dans un rythme exercé qui parlait d'années d'amitié et de batailles partagées. « Dis-moi la vérité, » dit Denise, remuant son poulet aigre-doux dans son assiette. « À quel point est-ce grave ?» Carla prit une lente gorgée de vin avant de répondre. « Le rapport est parfaitement élaboré pour déclencher une enquête des affaires internes. Regne sait exactement ce qu'il fait. Il prétend que vous l'avez frappé pendant l'arrestation. C'est une agression contre un officier. Il vous a dépeinte comme hostile, agressive, non coopérative, et il a ses agents de sécurité du centre commercial qui soutiennent son histoire. Mais il y a des vidéos, protesta Denise. Des dizaines de témoins ont vu ce qui s'est réellement passé. Les vidéos peuvent aider, mais vous savez comment fonctionne le département. Ils diront que les images sont incomplètes, qu'elles ne montrent pas toute l'histoire. Ils se concentreront sur votre attitude. Prétendront que vous avez aggravé la situation. La fourchette de Carla tintinabula contre son assiette alors qu'elle la posait. Et soyons honnêtes, nous savons toutes les deux comment le système traite les officiers noirs qui font des vagues. Denise écarta son assiette, son appétit disparut. Alors, quelles sont mes options? Légalement, nous pouvons nous battre. Les vidéos aident, et votre dossier est impeccable. Mais, Carla hésita, choisissant ses mots avec soin. Si le département décide de pousser ce récit, vous pourriez être suspendu en attendant l'enquête. Il pourrait même essayer de vous forcer à prendre une retraite anticipée pour une fausse accusation de vol à l'étalage. La voix de Denise monta avec incrédulité. Non, répondit doucement Carla. Pour avoir défié le statu quo. Pour les avoir fait passer pour des incapables, pour avoir été une femme noire qui n'a pas supporté l'humiliation en silence. La vérité de ces mots pesait lourdement dans l'air. Denise se leva, allant à la fenêtre de la cuisine. Dehors, sa rue de banlieue tranquille semblait paisible, normale, mais plus rien ne semblait normal. Je pourrais rendre cela public, dit Denise, se tournant pour faire face à son amie. L'histoire est déjà là. Je pourrais donner des interviews, raconter ma version. L'expression de Carla devint plus inquiète. C'est risqué. Vous vous souvenez du capitaine Williams du 12e district? Il a rendu public le profilage racial dans son département il y a 3 ans. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait à la sécurité d'un entrepôt dans l'Ohio. Le système a des moyens de faire des exemples de ceux qui s'expriment. Alors, je suis censé juste accepter? Les mains de Denise se serrèrent en poing. Les laisser écrire leurs mensonges, détruire ma réputation, tout ce pourquoi j'ai travaillé. Non, dit Carla fermement. Nous nous battons intelligemment.
Nous recueillons des preuves. Nous montons un dossier. Elle hésita de nouveau, puis ajouta, et Denise, je ne pense pas que ce soit seulement à propos de vous. Que voulez-vous dire? Carla ouvrit le dossier qu'elle avait apporté, étalant plusieurs documents sur la table. Au cours de la dernière année, j'ai défendu 6 clients, tous noirs, tous arrêtés dans ou près de ce centre commercial. Tous accusés de résistance à l'arrestation ou d'agression envers des officiers. Tous après avoir déposé des plaintes pour harcèlement. Denise se pencha sur les papiers, sa formation policière se manifestant alors qu'elle parcourait les détails. Les mêmes officiers impliqués. Règne apparaît dans la plupart d'entre eux. Et regardez le modèle. Les accusations viennent toujours après les plaintes. C'est comme s'ils utilisaient la menace de poursuite pour faire taire les gens. Denise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les implications étaient stupéfiantes. De combien de cas parlons-nous? Ce sont juste ceux qui sont venus à moi. Combien de personnes, selon vous, ont accepté des accords de plaidoirie parce qu'elles ne pouvaient pas se permettre de se battre? Combien sont restées silencieuses parce qu'elles avaient peur? La conversation se poursuivit tard dans la soirée, les deux femmes disséquant les détails, cherchant des schémas, construisant une image plus large. Au moment où Carla partit, l'horloge de la cuisine affichait presque minuit. Mais le sommeil ne viendrait pas. Denise était assise dans son salon obscurci, son ordinateur portable projetant une lueur bleue sur son visage alors qu'elle parcourait les médias sociaux. Les vidéos de son arrestation avaient explosé en ligne. Certains commentaires exprimaient de l'indignation, réclamant justice. D'autres crachaient un venin raciste, affirmant qu'elle avait joué la carte raciale ou qu'elle avait eu ce qu'elle méritait. Un site d'information avait repris l'histoire, capitaine de police noir arrêté pendant son shopping, profilage racial ou arrêt légitime. La section des commentaires était un champ de bataille de récits concurrents. Son téléphone vibra sur la table basse. Numéro inconnu. Le message la fit se redresser. Lâchez l'affaire, capitaine. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Denise fixa l'écran, sa formation policière notant automatiquement les détails. Code régional local. Texte envoyé via un opérateur standard, pas une application de messagerie. La menace était claire, mais soigneusement formulée, rien d'explicitement criminel. Elle prit une capture d'écran, documentant l'heure et la date, une preuve de plus pour ce qui allait arriver. La lueur du téléphone éclairait son visage dans la pièce sombre, soulignant la détermination dans son expression. Il pensait pouvoir lui faire peur pour la faire taire. Il ne savait pas à qui ils avaient affaire. Le soleil filtrait à travers les fenêtres du bureau de Carla alors que Denise arrivait à 8 heures pile. Le cabinet d'avocats était silencieux, la plupart du personnel n'étant pas attendu avant 1 heure. C'est exactement pourquoi elles avaient prévu de se rencontrer si tôt. J'ai passé la nuit à examiner des dossiers, dit Carla. Son bureau était couvert de piles de chemises cartonnées. Des cernes sous ses yeux correspondaient à l'apparence sans sommeil de Denise. Ce que j'ai trouvé? C'est plus gros que nous le pensions. Denise s'installa sur la chaise en face de son ami, serrant une tasse de café de voyage bien nécessaire. Montre-moi. Carla étala des dizaines de dossiers, créant une grille de papier sur son grand bureau. Chacun d'eux est un faux rapport d'arrestation de l'année dernière. Tous des résidents noirs. La plupart d'entre eux se sont produits au centre commercial Greenwood ou à proximité. Combien? 47 cas que je peux confirmer. Mais ce ne sont que ceux où les gens se sont battus ou ont cherché une aide juridique. Pour chaque personne qui conteste les accusations, il y en a probablement 5 qui ne peuvent pas se le permettre. Denise se pencha en avant, parcourant les documents. Son œil entraîné repéra immédiatement des schémas. Les mêmes officiers apparaissent à plusieurs reprises. Règne, Martinez, Cooper. Et regardez les accusations. Carla tapota plusieurs dossiers. Résistance à l'arrestation, agression d'un officier, trouble à l'ordre public. Toutes des accusations qui opposent la parole du citoyen à celle des officiers, rendant la lutte en cours presque impossible, ajouta Denise, sa mâchoire se serrant. Exactement. Et voici où ça devient intéressant. Carla sortit une feuille de calcul qu'elle avait compilée. Parmi ces cas, 86% se terminent par des plaidoiries de culpabilité. La plupart des accusés acceptent des accords plutôt que de risquer un procès. C'est bien au-dessus des taux de plaidoirie normaux, nota Denise, ses instincts d'enquêteur s'activant. Et chaque accord de plaidoirie inclut une période de probation obligatoire.
La voix de Carla prit un ton plus tranchant. Plus précisément, une probation via un entrepreneur privé appelé New Horizon Supervision Service. Les sourcils de Denise se levèrent. Probation privée? Je ne savais même pas que c'était légal. C'est une tendance croissante. Les comtés externalisent la surveillance probatoire pour économiser de l'argent. Mais regardez les frais facturés à ces personnes. Carla tendit un autre document. Des frais de supervision mensuels, des frais de dépistage de drogue, des frais de surveillance électronique. Certaines personnes finissent par payer des milliers de dollars pendant leur période de probation, créant un tout nouveau système de prison pour débiteurs, marmonna Denise, la colère montant dans sa poitrine. Et s'ils ne peuvent pas payer, ils violent la probation. Retour en prison, plus de frais. C'est un cycle sans fin. Denise se leva, trop agitée pour rester assise. Je dois voir nos dossiers internes à ce sujet. Il doit y avoir une trace écrite au poste. Fais attention, avertit Carla. Après cette menace d'hier soir. Je suis toujours capitaine de police. J'ai tout à fait le droit de consulter les dossiers d'arrestation. Denise rassembla ses affaires. Ils ne peuvent pas m'empêcher de faire mon travail. Une heure plus tard, Denise était assise à son bureau au poste, tirant méthodiquement les dossiers numériques. Elle remarqua les regards de travers des autres officiers, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand elle passait. Le faux rapport d'arrestation avait clairement fait le tour. Elle les ignora, se concentrant sur son écran d'ordinateur. Des années de données d'arrestation défilaient alors qu'elle cherchait des schémas. Lieu, Greenwood Mall. Officier, règne. Accusation, résistance à l'arrestation. Les chiffres ne cessaient de croître. Puis elle trouva quelque chose qui la fit s'arrêter. Une note de service sur le partenariat du département avec New Horizon Supervision Service. Le PDG de la société était répertorié, Richard Greenwood, la même famille qui possédait le centre commercial. En creusant plus profondément, elle découvrit des rapports financiers. La société de probation était une filiale de Greenwood Holdings LLC. La société de sécurité du centre commercial était une autre filiale. Tout était lié. Son téléphone vibra. Un SMS de Carla. J'ai trouvé autre chose. Ces cas montent en flèche chaque trimestre juste avant que le centre commercial ne rende compte de ses bénéfices aux actionnaires. L'esprit de Denise s'emballa. Plus d'arrestations signifiait plus de personnes en probation. Plus de personnes en probation signifiait plus de frais perçus. La sécurité du centre commercial ciblait les clients noirs. La police locale effectuait des arrestations sur de fausses accusations, et la famille Greenwood profitait des paiements de probation qui en résultaient. Elle imprima des documents clés, les glissant dans sa mallette. En sortant, elle surprit d'autres chuchotements, d'autres regards. Qu'il parle. Elle avait de plus grandes préoccupations maintenant. Le soleil de l'après-midi était ardent alors que Denise se garait en face du centre commercial Greenwood. La façade de verre du bâtiment brillait, projetant une image de prospérité commerciale haut de gamme. Hier, elle l'avait vu comme le lieu de son humiliation. Maintenant, elle le voyait différemment. Elle observait les clients aller et venir. Des agents de sécurité postés à chaque entrée, les mains sur leur radio. Une jeune mère noire pressant le pas, serrant son sac à main contre elle, les yeux dartant nerveusement. Un adolescent suivi par un garde comme elle l'avait été. L'ampleur de la situation la frappa d'un coup. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de vies avaient été brisées par de fausses accusations? Combien de familles avaient été saignées à blanc par les frais de probation? Tout cela pour gonfler les profits de la famille Greenwood. Denise serra son volant, les jointures blanches. En 20 ans d'application de la loi, elle avait vu beaucoup de corruption, beaucoup de racisme systémique. Mais c'était différent. C'était une exploitation calculée et organisée. Elle fixa l'entrée imposante du centre commercial où, la veille, elle avait été traînée menottée. Sa voix n'était qu'un murmure dans la voiture silencieuse. Ce n'était pas seulement à propos de moi. Denise venait de s'installer à son bureau avec la pile de documents lorsqu'un coup frappa, interrompant ses pensées. Une jeune femme latina se tenait dans l'embrasure de son bureau, un carnet à la main. Capitaine Carter, je suis Maya Lopez du City Herald. Elle s'avança avec détermination, son badge de presse se balançant à un cordon. Vous avez une minute? Denise commença à donner sa réponse standard de non-commentaire, mais quelque chose dans l'expression déterminée de Maya la fit s'arrêter.
Fermez la porte. Maya s'assit, sortant déjà son téléphone pour enregistrer. Je suis votre affaire depuis l'incident du centre commercial, mais ce n'est pas pour cela que je suis ici. J'ai passé 6 mois à enquêter sur l'officier Reigne et son lien avec les entreprises de probation privée. Denise se pencha en arrière, étudiant la journaliste. Qu'avez-vous trouvé? Des pistes financières, des sociétés écrans, des calendriers d'arrestation suspects. Maya sortit des documents sur sa tablette, mais j'ai rencontré des murs. Les sources se sont tues. Les dossiers ont disparu. Puis j'ai vu la vidéo de ce qui vous est arrivé, et j'ai su que c'était ma chance. Votre chance de quoi? De finalement dénoncer tout ça. Les yeux de Maya brillaient de conviction. J'ai des relevés bancaires montrant des transferts massifs de New Horizon vers des comptes offshore, des documents fiscaux qui ne correspondent pas, mais j'ai besoin de quelqu'un de l'intérieur pour m'aider à relier les points. Denise réfléchit attentivement. Les journalistes pouvaient être des alliés ou des ennemis, mais quelque chose dans l'intensité de Maya lui rappela elle-même il y a 20 ans. Quel est votre angle sur cette histoire? La vérité. Comment un flic raciste et une machine corporative détruisent des vies noires pour le profit? Maya se pencha en avant. J'ai grandi en voyant mes parents immigrés harcelés par la police, ciblés par des entreprises prédatrices. Ce n'est pas juste une histoire pour moi. Après un long moment, Denise hocha la tête. Je ne peux pas être votre source officielle, mais je connais peut-être des gens qui peuvent vous aider à suivre l'argent. C'est tout ce dont j'ai besoin. Maya sourit. Et j'ai peut-être quelque chose pour vous aussi. Vous avez déjà entendu parler de la coalition pour la justice? 2 heures plus tard, ils étaient assis dans une petite salle de réunion d'un centre communautaire. Le révérend Marcus Green, un homme grand aux tempes grisonnantes, étala des photos sur la table. Ce sont juste les 3 derniers mois. Toutes de fausses arrestations par Reigne et son équipe. Autour d'eux se trouvaient d'autres leaders communautaires, des enseignants, des propriétaires de petites entreprises, des militants. Chacun avait des histoires sur Reigne. Chacun avait recueilli des preuves. Nous avons tout documenté, dit Lisa Chen, une enseignante locale. Des vidéos, des déclarations de témoins, des dossiers médicaux de personnes que Reigne a malmenées. Mais chaque plainte est enterrée. Le comité de révision de la police est inutile, ajouta Jérôme Wilson, propriétaire d'un salon de coiffure près du centre commercial. Ils sont tous dans la poche de Greenwood. Maya prit des notes rapides pendant que Denise examinait les preuves. Des dizaines de dépositions sous serment décrivaient le même schéma, fausses accusations, arrestations violentes, pression pour accepter des accords de plaidoirie. Cette femme, le révérend Green désigna une photo, mère célibataire de 3 enfants. Reigne a affirmé qu'elle l'avait agressée lors d'un contrôle routier. Maintenant, elle paie $300 par mois en frais de probation. A dû prendre un 2e emploi. Ils ont menacé de lui prendre ses enfants si elle contestait les accusations, ajouta Lisa doucement. Les mains de Denise se serrèrent. Pourquoi ces histoires ne sont-elles pas sorties avant? La peur, dit simplement Jérôme. Reigne fait des exemples de ceux qui s'expriment. Des contrôles routiers étranges, des violations soudaines du code du bâtiment, des enfants harcelés à l'école. Mais nous avons gardé des dossiers, dit le révérend Green, attendant quelqu'un avec le pouvoir de faire quelque chose. Il regarda Denise d'un air significatif. Maya prit la parole. Avec ces affidavits et mes documents financiers, nous pourrions monter un dossier solide. Le Herald le publierait. Il faudrait plus d'un article, prévint Denise. La famille Greenwood a des armées d'avocats. Alors nous écrirons une série, dit Maya fermement. Suivez chaque piste. Montrez à quel point cela va loin. Elles passèrent 1 heure de plus à planifier, à relier les pièces du puzzle. Les activistes avaient des années de documentation. Maya avait une expertise financière. Denise avait une connaissance interne des procédures policières. Nous devons agir avec prudence, avertit Denise alors qu'elle terminait. Ces gens ne baisseront pas les bras sans se battre. C'est pourquoi nous devons frapper fort et vite, argua Maya. Une fois la première histoire publiée, d'autres se manifesteront. L'obscurité était tombée lorsque Denise gara sa voiture dans son allée. Les révélations de la journée pesaient lourdement. Tant de vies affectées, tant de preuves ignorées. Elle savait que le racisme existait dans le département, mais ce niveau d'exploitation organisée la choquait même. Sa lumière de Porsche vacilla alors qu'elle s'approchait de sa porte d'entrée. La boîte aux lettres était pleine à craquer,
débordant sur le sol. Étrange. Le courrier avait déjà été livré ce matin. Rassemblant les enveloppes éparpillées, son estomac se serra. Pas d'adresse de retour, pas de timbre, livré à la main. À l'intérieur, elle les étala sur sa table de cuisine. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ouvrait la première, un dessin grossier d'une silhouette pendue. En dessous, des mots découpés dans des magazines, « Occupe-toi de tes affaires ». La suivante contenait des photos, des clichés de surveillance d'elle quittant sa maison, faisant du shopping, rencontrant Carla. Quelqu'un l'avait suivi. D'autres lettres s'échappèrent, des insultes raciales écrites d'une main tremblante, des menaces contre sa famille, des photos de l'école de sa nièce. La dernière enveloppe contenait une seule photo, Denise se faisant arrêter au centre commercial. Quelqu'un avait dessiné une cible sur son visage. Elle s'assit lourdement sur sa chaise de cuisine, le courrier haineux l'entourant comme des confettis toxiques. Ils essayaient de lui faire peur pour la faire taire, comme ils avaient fait peur à tant d'autres, mais ils avaient commis une erreur. Denise Carter ne se laissait pas facilement intimider. Et maintenant, elle avait la preuve qu'ils étaient suffisamment inquiets pour la menacer. Elle rassembla les lettres avec soin, préservant toute preuve potentielle. Demain, elle les montrerait à Maya et à la coalition. Qu'ils documentent un autre exemple d'intimidation. Les menaces signifiaient qu'elle était sur la bonne voie et qu'elle n'était plus seule. Le lendemain matin, Denise traversa le couloir du commissariat, le courrier haineux lui brûlant les doigts dans sa mallette. Elle avait besoin de quelqu'un de plus haut gradé de son côté. La porte du bureau du lieutenant Harris était ouverte, et elle le vit examiner des rapports à son bureau. « Une minute, Marc, demanda-t-elle, frappant légèrement au cadre de la porte. Harris leva les yeux avec son sourire facile caractéristique. « Pour vous ? » ?»« Toujours, capitaine. » Il désigna la chaise en face de lui. « Fermez la porte. » Denise s'installa sur la chaise, étudiant le visage de son vieil ami. Elle connaissait Marc Harris depuis 15 ans, avait travaillé d'innombrables affaires ensemble. Il avait soutenu sa promotion au grade de capitaine, l'avait défendu quand d'autres mettaient en doute son leadership. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit-elle, sortant les lettres menaçantes. « C'était dans ma boîte aux lettres hier soir. » L'expression de Harris s'assombrit alors qu'il examinait le courrier haineux. Sa mâchoire se serra à la vue de la photo avec les cibles. « Jésus, Denise, avez-vous signalé cela ? » « À qui ?» Elle se pencha en avant. « Marc, ça va plus loin que règne et cet incident du centre commercial. J'ai fouillé et il y a un schéma. De fausses arrestations, des aveux sous contrainte, tout cela alimentant cette combine de probation privée. C'est une accusation grave. » Harris posa les lettres avec précaution. « Vous avez des preuves. » « J'ai des déclarations de victimes, des relevés financiers montrant des paiements suspects, et maintenant ces menaces. » Elle tapota les lettres. « Quelqu'un d'assez effrayé pour essayer de m'intimider. » Harris se frotta les tempes. « Écoutez, vous savez, je vous ai toujours soutenu, mais ce genre d'enquête, cela pourrait secouer tout le département. Il faut le secouer. » La voix de Denise se durcit. « Vous avez vu comment Règne opère, combien de plaintes nous avons enterrées. Il ne s'agit pas seulement de flics ripoux. C'est une exploitation systématique. Je vous entends. » Harris se leva, arpentant son bureau. « Vous avez raison. Cela doit être investigué, mais nous devons être intelligents. » Il se tourna vers elle. « Laissez-moi vous aider. Je peux discrètement prendre des informations, voir qui d'autre pourrait être prêt à témoigner. » Un soulagement inonda Denise. « Merci, Marc. Je savais que je pouvais compter sur vous. Toujours. » Il sourit chaleureusement. « Fais juste attention, d'accord ? Peut-être reste chez des membres de ta famille quelques jours jusqu'à ce que nous trouvions qui a envoyé ces menaces. » « Je ne me cache pas, » dit Denise fermement. « C'est ce qu'ils veulent. » Toujours aussi têtu, Harris secoua la tête affectueusement. « Au moins, laissez-moi assigner une voiture de patrouille pour passer régulièrement devant chez vous. » « Je peux me débrouiller, » Denise rassembla les lettres. « Mais merci. Ça aide de savoir que vous êtes de mon côté. Nous nous protégeons les uns les autres, » assura Harris. « Tenez-moi au courant de ce que vous trouvez. » Le reste de la journée de Denise se déroula dans un flou de tâches routinières et de collecte minutieuse de preuves. Elle fit des copies de documents clés, les stocka dans des endroits sécurisés. Trop de dossiers avaient tendance à disparaître dans des affaires comme celle-ci.
Il était plus de minuit quand elle rentra enfin chez elle. La rue était calme, les grillons chantaient dans l'air chaud de l'été. Elle se gara dans son allée, les lumières automatiques illuminant sa place de stationnement habituelle. L'éclat brutal révéla des lettres rouges et furieuses pulvérisées sur le capot et les portières de sa voiture. Traître. Denise se figea, les clés à la main. La peinture était encore fraîche, dégoulinant sur la carrosserie blanche de sa berline. Son esprit s'emballa. Le timing, le message. Ce n'était pas du vandalisme aléatoire. Elle scruta rapidement les environs, sa main se portant instinctivement à son étui. Rien ne bougeait dans l'ombre. Celui qui avait fait ça était parti depuis longtemps. D'une main tremblante, elle prit des photos des dégâts. Puis elle remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Les vandales avaient gravé un message dans la peinture. « Tais-toi, capitaine. Seul quelqu'un du département connaîtrait son grade. Seul quelqu'un de l'intérieur saurait qu'elle enquêtait. » Elle pensa à tous ceux à qui elle avait parlé de l'affaire, Maya, les membres de la coalition, Carla, Harris. Sa conversation avec Harris se rejoua dans son esprit. Il avait proposé de prendre des informations, demandé qui d'autre était au courant de son enquête. Zut, murmura-t-elle. Elle lui avait tout donné, les preuves qu'elle avait trouvées, les noms de témoins potentiels, s'il travaillait avec Règne. À l'intérieur de sa maison, Denise s'effondra lourdement sur une chaise de cuisine. Son insigne était posé sur la table où elle l'avait laissé ce matin-là. Le bouclier doré captait la lumière, projetant des ombres sur le mur. 20 ans. Elle avait porté cet insigne pendant 20 ans, cru en ce qu'il représentait, défendu le département contre les accusations de racisme systémique, se convaincue que le changement viendrait de l'intérieur. Maintenant, elle fixait le symbole de tout ce à quoi elle avait dédié sa vie, et se demandait si la pourriture était généralisée, s'il restait quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. L'insigne se flouta alors que des larmes de rage et de trahison menaçaient. Elle les retint. Pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Elle avait des décisions à prendre. Ne faire confiance à personne dans le département. Tout documenter. Monter le dossier discrètement jusqu'à ce qu'elle ait des preuves irréfutables. Les vandales avaient rendu une chose parfaitement claire. Elle était seule entre ses murs. Son insigne brillait de manière accusatrice dans la faible lumière de la cuisine. Le poids de 20 ans pesait sur ses épaules alors qu'elle faisait face à la possibilité que l'institution en laquelle elle avait cru soit devenue la chose même contre laquelle elle avait juré de se battre. Le lendemain matin, le téléphone de Denise vibra avec un SMS urgent de Maya. Il faut se voir, grosse avancée, au lieu habituel. 20 minutes plus tard, Denise était assise dans la dernière cabine du restaurant Géries, sirotant un café devenu froid. Le petit restaurant était presque vide, juste quelques habitués dispersés au comptoir. La clochette au-dessus de la porte tinta alors que Maya se précipitait, son sac de cours serré contre son flanc. « Désolée d'être en retard », dit Maya, glissant dans la cabine. Ses yeux balayèrent le restaurant avant qu'elle ne se penche en avant. « Mais vous allez vouloir voir ça. » Maya sortit une enveloppe cartonnée, veillant à la garder sous le niveau de la table. « Vous vous souvenez de cette source dont j'ai parlé ? Celle qui est au sein de la direction du centre commercial ?» Elle fit glisser l'enveloppe vers Denise. Ils ont fait un coup de maître. Denise ouvrit l'enveloppe avec précaution, en sortant plusieurs feuilles à en-tête d'entreprise. Ses yeux s'écarquillèrent en parcourant la première page. Ce sont des mémos internes des réunions du conseil d'administration du centre commercial. Maya termina, sa voix à peine un murmure, datant d'il y a 18 mois. Regardez la page 3. Denise tourna à la page indiquée. Le mémo détaillait les initiatives de prévention des pertes, un jargon d'entreprise pour les protocoles de sécurité. Mais en lisant plus loin, ses mains commencèrent à trembler. Le document exposait des instructions explicites pour la sécurité afin de cibler les données démographiques à haut risque, un mince voile pour le profilage racial. Il incluait des citations de réunions où les membres du conseil discutaient de la coordination avec la police locale pour maximiser les opportunités d'application de la loi. Il travaillait directement avec Règne, expliqua Maya, tapotant une section surlignée. Le conseil a approuvé des primes pour le personnel de sécurité basées sur le nombre d'arrestations. Il savait exactement ce qu'il faisait. Denise lut plus loin. Le mémo détaillait comment les arrestations alimenteraient le système de probation privée, une entreprise appelée New Horizon S Supervision Service. La société mère du centre commercial détenait une participation majoritaire. Tout est là, souffla Denise.
Tout le pipeline. Il ne se contentait pas de permettre le profilage racial. Il l'incitait, le transformant en profit. Maya hocha la tête d'un air sombre. Chaque fausse arrestation signifiait une personne de plus forcée d'entrer dans leur programme de probation. Des frais mensuels, des cours de réhabilitation obligatoires, tout cela renvoyant de l'argent aux mêmes intérêts corporatifs. Comment avez-vous obtenu cela? Demanda Denise, remettant soigneusement les papiers dans l'enveloppe. Ma source travaille à la comptabilité d'entreprise. Elle a tout documenté, attendant que quelqu'un enquête. Les yeux de Maya brillèrent. Quand ils ont vu les vidéos de votre arrestation devenir virales, ils ont su que c'était le moment. Denise se rassit, son esprit s'emballant. C'était exactement ce dont elles avaient besoin, la preuve d'une coordination entre la police et les intérêts corporatifs, la preuve d'un ciblage intentionnel des clients noirs. Personne ne pouvait rejeter cela comme quelques pommes pourries ou des incidents isolés. Nous devons protéger cela, dit Denise fermement. Et votre source? Une fois que cela sortira. Déjà fait, assura Maya. Ils ont tout documenté. Des fichiers sauvegardés, plusieurs copies dans des endroits sécurisés. Intelligent. Denise regarda sa montre. Je dois mettre cela en lieu sûr. Ensuite, nous planifions notre prochaine étape. Elles se séparèrent devant le restaurant. Maya se dirigea vers les bureaux du journal tandis que Denise rentrait chez elle, l'enveloppe en sécurité dans sa veste. Sa main la touchait constamment pendant le trajet, se rassurant qu'elle était réelle. Une fois à la maison, Denise se rendit directement à son bureau. Le lourd bureau en bois avait été celui de son père, en chêne massif avec un compartiment secret dans le tiroir du bas. Elle y plaça soigneusement l'enveloppe, puis verrouilla le tiroir avec une clé qu'elle portait autour de son cou. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit quelque chose comme de l'espoir. Le poids de l'isolement et de la trahison se souleva légèrement. Elles avaient des preuves maintenant, pas seulement des déclarations de témoins ou des preuves circonstancielles, mais une documentation directe de la conspiration. Denise se prépara à dîner, savourant enfin la nourriture au lieu de simplement manger par habitude. Elle vérifia ses caméras de sécurité, une habitude maintenant, mais la rue était calme. Pas de véhicules suspects, plus de vandales dans la nuit. Plus tard, alors qu'elle se préparait à se coucher, Denise s'autorisa à imaginer les conséquences. La conférence de presse où elle révélerait tout. Les regards sur les visages des dirigeants du centre commercial, Règne, Harris, tous réalisant que leur plan était démasqué. Les victimes voyant enfin la justice. Elle éteignit les lumières, la maison se nichant dans les craquements et les bourdonnements familiers. Le tiroir du bureau était bien verrouillé, la clé en sécurité autour de son cou. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, le sommeil vint facilement. Demain, elle commencerait à planifier comment révéler les preuves. Mais ce soir, Denise pouvait se reposer, sachant qu'elles avaient enfin ce dont elles avaient besoin. La vérité éclaterait. Justice serait rendue. Le mémo était leur clé pour faire tomber tout le système corrompu. Alors que Denise s'endormait, elle se sentait plus légère que depuis des semaines. La fin était enfin en vue. Denise se réveilla tôt, pleine d'énergie grâce à la percée de la veille. Elle se servit son café du matin et envoya un SMS à Maya. Prête à planifier les prochaines étapes? Pas de réponse. 1 heure plus tard, toujours rien. Inhabituel pour Maya, qui répondait généralement en quelques minutes. Denise essaya d'appeler, direct sur la messagerie vocale. Elle laissa un message, essayant de garder un ton désinvolte. Salut, je voulais juste prendre des nouvelles de notre discussion d'hier. Appelle-moi quand tu pourras. À midi, l'anxiété lui rongeait l'estomac. Elle avait envoyé 3 autres SMS, appelé 2 fois. Le silence de Maya était assourdissant. Denise était en train d'examiner des dossiers à son bureau lorsque son téléphone vibra. Alerte de dernière minute. Sa tasse de café tomba au sol alors qu'elle lisait le titre « Journaliste local hospitalisé après une attaque brutale ». L'article se chargea avec une lenteur agonisante. Il y avait la photo de Maya. La journaliste d'investigation Maya Lopez a été retrouvée inconsciente tôt ce matin. Denise attrapa ses clés, les mains tremblantes. Le trajet jusqu'à Métro Général lui sembla interminable. Chaque feu rouge, une éternité. Son esprit s'emballait avec des possibilités, chacune pire que la précédente. C'était sa faute. Elle avait entraîné Maya dans ce pétrin.
Le hall de l'hôpital était bondé de journalistes. Denise brandit son insigne, se frayant un chemin jusqu'au bureau d'information. La chambre de Maya Lopez. Vous faites partie de la famille, demanda la réceptionniste. Capitaine de police. C'est un témoin dans une enquête en cours. Le mensonge vint facilement, nécessaire. Chambre 412. L'ascenseur sembla ramper entre les étages. La culpabilité de Denise grandissait à chaque seconde. Elle aurait dû savoir qu'il ciblerait Maya, aurait dû mieux la protéger. La porte de la chambre 412 était ouverte. Maya était allongée dans le lit d'hôpital, le visage tuméfié, le bras gauche dans le plâtre. Malgré tout, ses yeux s'illuminèrent quand elle vit Denise. « Vous avez l'air terrible », lança Maya d'une voix rauque. « Moi ». Denise s'approcha du lit. « C'est vous qui êtes en blouse d'hôpital. Vous auriez dû voir l'autre gars. » Maya tenta de sourire mais grimace. « Que s'est-il passé » demanda Denise, tirant une chaise. « Je marchais vers ma voiture après le travail, quelqu'un m'a attrapé par derrière. » La voix de Maya était rauque. Un travail de pro. Savait exactement comment blesser sans tuer. Les poings de Denise se serrèrent. « Vous avez vu leur visage ?» Maya jeta un coup d'œil à la porte, puis baissa la voix. « Mieux. J'ai vu autre chose. Quand ils m'ont jeté par terre, leur veste est remontée. Une lueur chromée a brillé à leur hanche. » Denise devint glaciale. « Un insigne ?» Maya hocha légèrement la tête. « De la police. Le même que le vôtre. » La confirmation frappa Denise comme un coup physique. L'un des siens avait fait ça. Quelqu'un qu'elle pouvait croiser dans les couloirs du commissariat tous les jours. « Je suis tellement désolé, » murmura Denise. « Je n'aurais jamais dû. » « Ne faites pas ça. » La bonne main de Maya saisit le poignet de Denise avec une force surprenante. « Cela prouve que nous sommes sur une piste importante. Ils ont peur. » « Ils devraient avoir peur de moi maintenant, » grogna Denise. « Bien. » Maya bougea, grimaçant. « Parce que je n'arrête pas. Vous ne devriez pas non plus. » Une infirmière apparut dans l'embrasure de la porte. « Madame Lopez a besoin de repos. » 5 minutes de plus, supplia Maya. L'infirmière fronça les sourcils, mais hocha la tête. Une fois seule, Maya parla d'urgence. « Le mémo est en sécurité, n'est-ce pas? Verrouillé dans mon bureau à la maison. Je vais commencer à faire des copies aujourd'hui. » Bien, parce que ça, Maya désigna ses blessures, signifie que nous sommes proches. Il ne risquerait pas d'attaquer une journaliste à moins d'être désespéré. Denise se leva. « Reposez-vous. Je passerai vous voir demain. » « Soyez prudente, » appela Maya alors que Denise atteignait la porte. « Ils savent que nous avons quelque chose. » Le trajet de retour fut un flou de rage et d'inquiétude. L'esprit de Denise n'arrêtait pas de rejouer les mots de Maya. Un insigne de la police. Quelqu'un avec qui elle travaillait avait fait ça. La trahison brûlait profondément. Elle gara sa voiture alors que le coucher de soleil peignait le ciel en orange. Quelque chose n'allait pas avant même qu'elle n'atteigne la porte d'entrée. Une subtile erreur dans l'air. La porte était verrouillée, mais cela ne signifiait rien. Denise sortit son arme de service, entrant prudemment. Le salon était intact. La cuisine normale. Mais en s'approchant de son bureau, elle le vit. La porte légèrement entr'ouverte alors qu'elle la gardait toujours fermée. Le cœur battant, Denise poussa la porte. La pièce était un désastre. Des livres jetés des étagères. Des papiers éparpillés. Et le bureau de son père, le lourd tiroir en chêne avait été forcé, la serrure brisée. Denise se précipita, sachant déjà ce qu'elle allait trouver. Le compartiment caché béait, vide. L'enveloppe cartonnée contenant leurs preuves avait disparu. Denise s'effondra sur sa chaise, l'ampleur de la perte la frappant. Leurs preuves, la documentation qui aurait pu tout exposer, tout était parti. Elle pensa à Maya allongée dans ce lit d'hôpital, blessée mais indomptable. À toutes les victimes de ce complot qui comptaient sur elle, même si elle ne le savait pas encore. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. La prochaine fois, ce ne sera pas seulement la journaliste. Denise fixa le message, ses mains tremblant de fureur. Il pensait que cela l'arrêterait, que voler des preuves et attaquer son ami la ferait reculer. Il ne la connaissait pas du tout.
Elle composa le 911, signalant l'effraction, mais elle savait déjà quelle serait la réponse. Un rapport de routine, pas de véritable enquête, le système protégeant les siens. En attendant l'arrivée des agents de patrouille, Denise regarda autour de son bureau violet. Le bureau que son père lui avait donné, maintenant cassé. Les vestiges éparpillés de son enquête. Ils avaient pris le mémo, mais ils ne pouvaient pas lui prendre sa détermination, ni le courage de Maya, ni la vérité de ce qu'elles avaient découvert. Le matin après le cambriolage, Denise était assise à sa table de cuisine, fixant la convocation officielle des affaires internes. Le papier de couleur crème semblait lourd dans ses mains, chaque mot un coup de marteau. Suspension immédiate, en attendant l'enquête, allégation d'inconduite. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des alertes d'actualité continuaient d'apparaître, chaque titre pire que le précédent. Une capitaine de police perturbée affirme un complot. Des sources disent qu'une officière suspendue montre des signes d'instabilité. La vendetta d'une capitaine de police contre la sécurité du centre commercial soulève des questions. Denise cliqua sur un article, sa mâchoire se serrant à la lecture, des sources au sein du département décrivent le comportement récent de la capitaine Carter comme erratique et vindicatif. L'obsession apparente de l'officière décorée à prouver la discrimination au centre commercial Greenwood inquiète ses collègues. Mensonge, murmura-t-elle, fermant le navigateur. Mais le mal était fait. Il la peignait comme la femme noire en colère, transformant son indignation justifiée en quelque chose de dangereux et d'irrationnel. Son téléphone vibra de nouveau, un autre numéro inconnu. « J'espère que tu vas mourir, salope. » Elle en avait reçu des dizaines de ce genre depuis hier. Certains étaient créatifs dans leur haine, d'autres de simples menaces de mort. Denise se leva et tira plus fort les stores, bien qu'il ne soit qu'à peine midi. L'obscurité semblait plus sûre d'une certaine manière. Elle avait déjà balayé l'appartement 2 fois à la recherche de micros, vérifié toutes les fenêtres et les portes. Paranoïa, peut-être. Mais après ce qui était arrivé à Maya, après le cambriolage, la télévision ronronnait en arrière-plan, un présentateur de nouvelles locales discutant de sa situation avec une fausse inquiétude. Des sources disent que les affirmations de la capitaine Carter concernant la discrimination systématique semblent infondées, découlant peut-être de griefs personnels. Denise attrapa la télécommande, l'éteignant d'une main tremblante. Le silence semblait meilleur que leurs mensonges. Son insigne et son arme étaient posés sur la table basse, remis ce matin aux affaires internes. 20 ans de service réduits à un morceau de métal et à une arme qu'elle ne pouvait plus porter. La vue lui soulevait l'estomac. Son téléphone sonna. Sa sœur cette fois. Denise la laissa sur la messagerie vocale. Que pouvait-elle dire? Qu'elle allait bien. Que tout irait bien. Les mensonges lui resteraient dans la gorge. Elle arpentait l'appartement, se sentant piégée. Les murs semblaient se refermer à chaque passage. Chaque ombre recelait des menaces potentielles. Chaque bruit inattendu la faisait sursauter. Un hélicoptère de presse vrombissait au-dessus d'elle. Il tournait autour de son immeuble toute la matinée, espérant apercevoir la capitaine en difficulté. Denise se cacha des fenêtres, bien que les stores soient déjà bien tirés. Son ordinateur portable sonna avec de nouvelles notifications par email du syndicat de la police. À la lumière des événements récents, de son superviseur. Déçu ne suffit pas à décrire, d'un compte anonyme. Aurait dû te taire. Elle claqua l'ordinateur portable. L'écran avait de toute façon commencé à se brouiller, ses yeux brûlant de larmes de frustration. Elle refusa de les laisser couler. La sonnette retentit, la faisant sursauter. Denise s'approcha prudemment, vérifiant par le judas. Son cœur rata un battement. Kayla se tenait dans le couloir, son sac à dos sur l'épaule. Denise ouvrit la porte rapidement, tirant sa nièce à l'intérieur. « Kayla, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être à l'école. » Une demi-journée, dit Kayla, laissant tomber son sac à dos. Sans hésitation, elle serra sa tante dans une étreinte féroce. « Et j'avais besoin de te voir. » Denise se raidit d'abord, puis se fondit dans l'étreinte. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait besoin de ce simple contact humain de quelqu'un qui ne la voyait pas comme une menace ou un échec. « Maman est inquiète, dit Kayla, serrant toujours fort. Elle a essayé de t'appeler. Je sais. Denise recula, étudiant le visage de sa nièce. Je ne peux pas parler à qui que ce soit en ce moment. Pas avec tout ça. Tu veux dire tous les mensonges qu'il raconte?
Le jeune visage de Kayla se durcit de colère. On sait que ce sont des mensonges, Tatidé. Tout le monde à l'école le sait aussi. Elle sortit son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Regarde ça. La vidéo se chargea, les images du centre commercial. Denise essaya de détourner le regard, ne voulant pas revivre cette humiliation, mais Kayla insista, non, regarde les vues. Le nombre mit un instant à s'enregistrer, 5,2 millions de vues. La section des commentaires était inondée. C'est à quoi ressemble le racisme systémique. La capitaine Carter est une héroïne pour s'être levée. Nous sommes avec vous, capitaine. Il n'y a pas que la vidéo, dit Kayla avec excitation. Les gens partagent leurs propres histoires sur l'officier règne, sur la sécurité du centre commercial, sur tout le système corrompu. Tu as lancé quelque chose, Tatidé, Denise s'effondra sur le canapé, submergée. Ils disent toujours que je suis instable, que j'invente tout. Et alors? Kayla s'assit à côté d'elle, une détermination féroce sur son jeune visage. La vérité est là maintenant. Les gens regardent. Ils écoutent et ils sont en colère. Pas contre toi, mais contre eux. Kayla ouvrit une autre page, un groupe de médias sociaux avec des milliers de membres, tous partageant des expériences similaires au centre commercial Greenwood. Des histoires de harcèlement, de fausses arrestations, de plaidoiries forcées. Tu vois? Kayla serra la main de sa tante. Tu n'es pas seule et tu n'es pas folle. Tu es la seule assez courageuse pour leur tenir tête. Pour la première fois depuis des jours, Denise ressentit autre chose que du désespoir. Une petite étincelle d'espoir allumée par la foi inébranlable de sa nièce et la preuve que l'opinion publique changeait. « Quand es-tu devenue si sage ?» demanda-t-elle, esquissant un petit sourire. « J'ai appris des meilleurs. » Kayla la serra de nouveau dans ses bras. « Tu m'as toujours appris à défendre ce qui est juste, quoi qu'il arrive. C'est ce que tu fais maintenant, et nous sommes tous avec toi. » Le soleil de l'après-midi frappait la foule grandissante devant le centre commercial Greenwood. Denise se tenait parmi les manifestants, une casquette de baseball enfoncée sur les yeux, observant avec stupéfaction des centaines de voix s'élever ensemble. Justice pour Carter. Justice pour Carter. Des pancartes flottaient au-dessus de la mer de Jean. Stop au profilage racial. Fin à la corruption policière. Nous soutenons la capitaine Carter. La gorge de Denise se serra. Il y a quelques jours à peine, elle s'était sentie complètement seule. Maintenant, des étrangers réclamaient justice en son nom. La foule s'étendait le long de toute l'entrée principale du centre commercial, forçant les acheteurs à se frayer un chemin à travers les lignes de protestation pour entrer. La sécurité du centre commercial était nerveusement regroupée derrière les portes vitrées, échangeant des messages radio. Quelques officiers en uniforme se tenaient à distance, l'air mal à l'aise. Aucun d'eux ne la reconnaissait dans la foule. « C'est ça la solidarité », dit une femme âgée à côté de Denise, ses cheveux gris couronnés d'une casquette Black Lives Matter. « Ils pensaient pouvoir vous faire taire, capitaine. Mais où est votre voix maintenant ?» Denise hocha la tête, ne se fiant pas à elle-même pour parler. La femme lui serra le bras et continua son chemin, ne réalisant jamais qu'elle venait d'encourager la personne même qu'ils étaient tous là pour soutenir. Un groupe d'adolescents près du devant commença un nouveau chant. Montrez la vérité. Montrez la vérité. Le rythme se répandit dans la foule comme une traînée de poudre. Denise le sentit dans sa poitrine, chaque battement correspondant à son cœur. L'énergie était électrique, crépitant de colère juste et d'espoir. Capitaine Carter. Denise se retourna à la voix calme derrière elle. Une adolescente noire se tenait là, son téléphone serré contre sa poitrine, les yeux écarquillés de reconnaissance. « Je suis Tiana », dit la jeune fille rapidement. « Tiana Brox. J'ai enregistré la vidéo de ce qu'ils vous ont fait. » Les yeux de Denise s'écarquillèrent. Elle avait vu les images virales des dizaines de fois, mais n'avait jamais su qui les avait capturées. « Merci », dit-elle doucement. « Votre vidéo a montré la vérité aux gens. » Tiana jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. « Pas toute la vérité. Pas encore. J'ai plus d'images d'avant qu'il ne vous attrape. » Elle tira Denise à part, loin de la foule principale, et leva son téléphone. « J'ai commencé à enregistrer dès que j'ai vu l'officier Rain entrer dans le centre commercial. Quelque chose n'allait pas dans la rapidité avec laquelle il est apparu. » La vidéo défila.
Denise regarda Reine traverser le centre commercial, se dirigeant avec une intention claire vers la boutique. Mais ces images commençaient près de 5 minutes avant l'altercation, avant même qu'aucune accusation ne soit portée. Regardez, montra Tiana. Dans le cadre, Reine s'arrêta à l'entrée de la boutique. Il se pencha près de la gérante, Linda, murmurant quelque chose. Linda hocha la tête, son expression se durcissant. Puis Reine recula hors de vue et attendit. Moins d'une minute plus tard, Denise entra dans le magasin sur les images. Il a tout monté, souffla Denise. Il a orchestré tout ça avant même que j'entre. Tiana hocha vigoureusement la tête. Je l'ai vu faire la même chose le mois dernier avec ma cousine, mais personne ne nous a cru à l'époque. Quand je l'ai vu se diriger vers ce magasin, j'ai su que quelque chose allait se passer. Je ne savais juste pas que c'était vous qui l'allez cibler. Pourquoi n'avez-vous pas publié cette partie avant? J'avais peur, admit Tiana. Reine a des amis partout. Mais voir toutes ces personnes ici aujourd'hui, elle désigna la foule. Je ne peux plus me taire. Cela prouve qu'il l'avait planifié. Il vous a profilé avant même que vous n'entriez dans le magasin. L'esprit de Denise s'emballa. Les images non éditées étaient accablantes. Elles montraient une préméditation claire, détruisant toute affirmation selon laquelle la confrontation était née naturellement d'un comportement suspect. Je ne suis pas la seule à avoir des vidéos non plus, poursuivit Tiana. J'ai une chaîne YouTube sur la responsabilité policière. Les gens m'envoient des clips depuis des mois. Reine faisant la même chose encore et encore. Toujours dans ce centre commercial, toujours ciblant les acheteurs noirs. Les chants de la foule montèrent en puissance. Pas de justice, pas de paix. Tiana toucha le bras de Denise. Mes abonnés veulent t'aider. Nous pouvons diffuser ça partout, mais il faut une voix. Votre voix. Les gens vous font confiance. Votre preuve que même les officiers noirs ne sont pas à l'abri de cette corruption. Denise regarda la manifestation, son esprit tourbillonnant de possibilités, la vidéo non éditée, les déclarations de témoins que Maya avait recueillies, les relevés financiers liant le centre commercial au système de probation, et maintenant une armée de jeunes militants prêts à amplifier la vérité. Ils ne peuvent pas nous faire taire tous, dit Tiana fermement. Pas si nous restons unis. Une camionnette de presse s'arrêta au bord du trottoir, un journaliste et un caméraman en sortirent. La foule se précipita en avant, impatiente d'être entendue. Denise regarda le journaliste s'installer, son cœur battant. Elle avait des preuves maintenant, de vraies preuves indéniables. Mais plus important encore, elle avait des témoins, des alliés, un mouvement qui se construisait derrière elle. Les voix des manifestants s'élevèrent. Que voulons-nous? La justice. Quand la voulons-nous? Maintenant. La sécurité du centre commercial appelait des renforts. D'autres voitures de police arrivèrent, des officiers formant une ligne entre les manifestants et l'entrée. Tiana tenait son téléphone, la vidéo accablante prête à être partagée. Que voulez-vous faire, capitaine? Denise redressa ses épaules, puisant sa force dans l'énergie de la foule. La vérité était juste là dans la main de Tiana. Tout ce dont elle avait besoin maintenant, c'était du bon moment pour la révéler, un moment assez grand pour qu'il ne puisse plus jamais enterrer l'histoire. Les lumières fluorescentes de la salle de réveil de métro général projetaient des ombres dures sur le visage contusionné de Maya. Elle était allongée sur le lit d'hôpital, le bras gauche dans le plâtre, mais ses yeux brillaient de la même détermination farouche dont Denise se souvenait. Vous devriez vous reposer, dit Denise, s'installant sur la chaise près du lit. Les protestations devant le centre commercial Greenwood résonnaient encore dans son esprit. Maya se réajusta avec une grimace. Je ne peux pas me reposer. Pas quand j'ai quelque chose d'aussi important. Elle jeta un coup d'œil à la porte avant de baisser la voix. Vous vous souvenez comment je vous ai dit que mon agresseur avait un signe? Denise hocha la tête, se penchant plus près. Eh bien, il a été négligent. Un soupçon de satisfaction traversa le visage de Maya. Pendant l'attaque, mon téléphone est tombé. Il l'a pris, pensant probablement que je l'avais enregistré, mais il ne connaissait pas mes mesures de sécurité de secours. Que voulez-vous dire? La bonne main de Maya tendit la main vers son ordinateur portable sur la table de chevet. Je suis journaliste en 2024. Vous croyez que je n'ai pas de logiciel de suivi? Au moment où il a allumé mon téléphone, il a commencé à tout télécharger sur mon stockage cloud, y compris. Elle ouvrit un dossier, tous les fichiers de son téléphone.
Les yeux de Denise s'écarquillèrent. Vous avez piraté le téléphone d'un officier de police? Techniquement, il s'est piraté lui-même en se connectant à mon appareil. Et devinez à qui appartenait le téléphone? Maya tourna l'écran vers Denise. L'officier James Martinez, le partenaire de règne. Denise parcourut les documents qui remplissaient l'écran. Tableur, relevé bancaire, chaîne de courriel. Ses mains commencèrent à trembler à la lecture. Tout est là, dit Maya. Chaque paiement de la société mère du centre commercial à New Horizon Supervision Service. Chaque pot de vin versé aux fonctionnaires de la ville qui ont approuvé les contrats. Regardez les dates. Elles correspondent parfaitement à l'augmentation des arrestations. Denise fit défiler les courriels entre Règne et Charles Wilson, le PDG du centre commercial. Ils discutaient de quotas et de groupes démographiques ciblés avec une cruauté désinvolte. Un autre fil de discussion montrait des conversations avec le juge Harrison, qui présidait la plupart des affaires liées au centre commercial, discutant de la manière d'accélérer les plaidoiries de culpabilité. Il n'essaie même pas de le cacher, murmura Denise. Il pensait que personne ne verrait jamais ça. Il y a plus. Maya sortit un autre document. Vous vous souvenez du mémo qui a disparu de votre bureau? J'ai trouvé une copie dans l'email de Martinez. C'est lui qui s'est introduit, probablement sur les ordres de règne. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Denise. C'est pourquoi ils vous ont attaqué. Ils savaient que vous étiez sur le point de tout révéler. Et maintenant, nous avons des preuves qui vont bien au-delà du simple profilage racial au centre commercial. C'est une exploitation systématique à des fins lucratives. La voix de Maya se renforça. Mais nous avons besoin de la bonne plateforme pour le publier. Un endroit où ils ne pourront pas nous faire taire ou manipuler l'histoire. Denise sortit son téléphone, vérifiant le calendrier de la ville. La réunion du conseil ce jeudi soir. C'est un forum public. Tout le monde peut prendre la parole. Parfait. Maya se redressa, ignorant la douleur. La presse couvre toujours les réunions du conseil. De plus, la moitié des personnes impliquées dans ces documents seront assises là, au conseil. Ils essaieront de me faire taire dès que je commencerai à parler. Pas si nous chronométrons bien les choses. L'instinct de journaliste de Maya se manifesta. Nous diffuserons la vidéo non éditée de l'arrestation 1 heure avant la réunion. Pendant que tout le monde réagit à cela, vous prendrez la parole. Une fois que vous commencerez à présenter les preuves financières, ils n'oseront pas vous arrêter. Pas avec toutes les caméras des informations qui filment. Denise imagina la scène, confrontant Règne, les membres du conseil, les dirigeants du centre commercial, toutes les personnes qui pensaient pouvoir la briser. Nous devrons tout organiser parfaitement. Ces documents, les images vidéo, les déclarations de témoins. J'ai déjà commencé à les compiler. Maya ouvrit une présentation. Nous n'avons plus qu'à affiner votre déclaration. Commencez par l'histoire personnelle, ce qui vous est arrivé. Puis élargissez pour montrer le schéma. Terminez par la preuve financière qui relie tout. Elles passèrent l'heure suivante à organiser les preuves, à élaborer le récit. L'expérience journalistique de Maya a aidé à structurer les révélations pour un impact maximal. Denise a ajouté des détails de son expérience en matière d'application de la loi, soulignant comment chaque élément violait des politiques et des lois spécifiques. Vous savez qu'ils vont nous poursuivre sans relâche pour cela, dit Denise finalement. Surtout vous. Ils ont déjà montré qu'ils étaient prêts à user de violence. Maya toucha son visage meurtri. Qu'ils essaient. Chaque attaque prouve que nous disons la vérité. D'ailleurs, elle réussit à sourire. J'ai une capitaine de police qui me couvre maintenant. Denise serra doucement la main de Maya. Reposez-vous. J'aurai des uniformes en qui j'ai confiance postés devant votre porte ce soir. Plus tard dans la soirée, Denise se tenait devant le miroir de sa salle de bain, des fiches en main. Le discours qu'elles avaient préparé semblait lourd de vérité et de conséquences. Elle étudia son reflet, les ombres sous ses yeux, les nouvelles rides de stress autour de sa bouche, l'acier dans son regard. Je m'appelle capitaine Denise Carter, répéta-t-elle, sa voix ferme. Il y a 2 semaines, j'ai été faussement arrêté en faisant du shopping au centre commercial Greenwood. Mais il ne s'agit pas seulement d'un incident de profilage racial. Il s'agit d'une entreprise criminelle systémique opérant dans notre ville. Elle marqua une pause, se souvenant des chants des manifestants, du courage de Tiana, de la détermination de Maya malgré ses blessures.
Le poids de leur confiance pesait sur ses épaules. Ça s'arrête maintenant, dit-elle à son reflet. Tout ça. Elle prépara son tailleur pour jeudi, son blazer le plus chic, son pantalon pressé, ses chaussures polies. Son insigne de capitaine, qu'elle n'avait pas porté depuis sa suspension, capta la lumière sur sa commode. Elle le prit, sentant son poids familier. Tout dépendait de jeudi soir. L'épreuve était solide. Les témoins étaient prêts. La scène était prête. Elle n'avait plus qu'à se lever et à dire la vérité. Denise retourna devant le miroir, redressant ses épaules. « Je m'appelle capitaine Denise Carter », commença-t-elle de nouveau, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Les couloirs de marbre de la mairie résonnaient de pas et de conversations chuchotées. Les équipes de télévision se bousculaient pour se positionner près des portes de la salle du conseil. À l'intérieur, chaque siège était occupé, des personnes debout le long des murs et débordant dans le couloir. Denise s'arrêta dans l'embrasure de la porte, son cœur battant. Le dossier de preuve semblait lourd dans ses mains. Elle repéra des visages familiers, Maya à l'arrière, les bras toujours dans le plâtre, Tiana avec son téléphone prêt à enregistrer, des militants communautaires portant des t-shirts, « Justice pour Carter ». Personne ne la remarqua au début. Elle était habillée en civil, son insigne épinglé à l'intérieur de son blazer. Près du devant, l'officier Règne était affalé sur sa chaise, parlant et riant avec Charles Wilson, le PDG du centre commercial. Leur arrogance confortable lui soulevait l'estomac. Le maire Thompson était assis au centre de l'estrade surélevée du conseil, essuyant son front avec un mouchoir. Ses yeux allaient de son téléphone à la foule. Les autres membres du conseil se déplaçaient sur leur siège, manifestement conscients de la tension qui régnait dans la pièce. Denise prit sa place dans la file derrière d'autres citoyens attendant de prendre la parole. Chaque personne avait 3 minutes au pupitre. Elle regarda l'horloge, sachant que sa vidéo serait diffusée d'un instant à l'autre. Une agitation traversa la foule. Les téléphones s'illuminèrent dans toute la salle. Les gens se poussaient, montrant des écrans. Le rire de Règne s'interrompit à mi-chemin alors qu'il remarquait. Les images non éditées de son arrestation étaient en direct. Le maire Thompson s'éclaircit la gorge. « Prochain orateur, s'il vous plaît. » Denise s'avança vers le pupitre. Maintenant, les têtes se tournèrent. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Règne se redressa, son sourire suffisant vacillant. « Je m'appelle capitaine Denise Carter. » Sa voix claire et forte porta à travers le microphone. « Il y a 2 semaines, j'ai été faussement arrêté en faisant du shopping au centre commercial Greenwood. Mais il ne s'agit pas seulement d'un incident de profilage racial. » Elle étala son dossier de preuves, dispersant des documents sur le pupitre. Il s'agit d'une entreprise criminelle systémique opérant au sein de notre ville. Une entreprise qui cible les citoyens noirs pour les arrêter, les force à conclure des accords de plaidoirie et profite de leur probation. Les murmures de la foule s'intensifièrent. Les flashs des appareils photo illuminèrent la pièce. J'ai ici des communications internes entre les dirigeants du centre commercial et les officiers de police. Elle brandit le premier document. Ils discutent de quotas d'arrestation ciblant des groupes démographiques spécifiques. J'ai des relevés financiers montrant des paiements de la société mère du centre commercial à New Horizon S Supervision Service. Wilson, le PDG du centre commercial, sortit son téléphone, tapant frénétiquement. Le maire Thompson tenta d'interrompre. « Capitaine Carter, ce forum est destiné aux préoccupations communautaires, pas aux accusations infondées. Ces accusations sont entièrement documentées, continua Denise, sa voix s'élevant, y compris des courriels entre l'officier James Règne et le juge Harrison discutant de la manière d'accélérer les plaidoiries de culpabilité. Elle se tourna pour faire face directement à Règne. Le même officier Règne qui m'a faussement arrêté puis a déposé un rapport frauduleux affirmant que je l'avais agressé. Le visage de Règne était devenu rouge. Il se leva à moitié de son siège, mais Wilson lui attrapa le bras, chuchotant avec urgence. Quand j'ai commencé à enquêter sur ce complot, j'ai été suspendu. Une journaliste qui m'aidait a été attaquée par un policier, mais ils ont commis une erreur. Denise brandit une clé USB. L'officier qui l'a attaqué a accidentellement téléchargé des preuves prouvant tout ce que je dis. La foule était maintenant entièrement engagée, enregistrant chaque mot. Certaines personnes postaient déjà des mises à jour en direct. Les téléphones continuaient de vibrer avec des notifications à mesure que l'histoire se répandait. Ce système a détruit des vies, dit Denise.
Des centaines de citoyens innocents poussés à plaider coupables. Forcés de payer des frais de probation qu'ils ne peuvent pas se permettre, piégés dans un cycle d'endettement et de surveillance. Tout cela pour le profit d'une entreprise privée et de ses complices. Elle regarda directement le conseil. Vous avez tous vu la vidéo maintenant. C'est comme ça que ça commence. Mais j'ai des déclarations de dizaines de victimes. J'ai des preuves de pots de vin versés à des fonctionnaires de la ville. Ça suffit. Règne explosa de son siège. Il se dirigea en furie vers le pupitre, la main se portant à son arme. Vous êtes en état d'arrestation pour diffamation et entrave à une enquête. La foule se leva d'un bond. Mais avant que Règne ne puisse l'atteindre, 2 officiers en uniforme s'interposèrent. Denise les reconnut, les officiers Chen et Rodriguez de son district. Recule, Règne, dit Chen fermement. Tu n'arrêteras personne. Écartez-vous de mon chemin, Règne tenta de passer. C'est un ordre. Nous ne recevons pas d'ordre de vous, répondit Rodriguez. D'autres officiers émergèrent de la foule, formant une ligne protectrice entre Règne et Denise. La salle éclata. Les gens sautèrent sur leurs pieds, les téléphones enregistrant tout. Un chant commença à l'arrière. Justice, justice, se répandant jusqu'à remplir la pièce. Règne recula, son visage tordu de rage et d'incrédulité. Le PDG du centre commercial s'était déjà éclipsé vers la sortie. Le maire Thompson frappait désespérément son marteau, essayant de rétablir l'ordre, mais le chant ne fit que s'amplifier. Justice, justice, justice. Denise se tenait au pupitre, entourée de ses collègues officiers, regardant la vérité qu'elle avait tant lutté pour exposer éclater enfin au grand jour. La salle du conseil sombra dans le chaos. Les équipes de télévision se bousculèrent. Les microphones s'allongèrent comme des lances. Les flashs transformèrent la pièce en un balai stroboscopique d'ombre et de lumière. Les chants de justice rebondirent sur les murs de marbre, devenant un rugissement tonitruant. Denise resta calme au pupitre, ses mains ne tremblant plus. Elle avait porté ce poids pendant des semaines, la peur, la colère, la trahison. Maintenant, en voyant tout s'effondrer, elle se sentit étrangement sereine. La procureure d'État Patricia Walsh se fraya un chemin à travers la foule, le visage déterminé. Elle était restée tranquillement assise à l'arrière, écoutant tout. Maintenant, elle était sérieuse. Capitaine Carter, appela Walsh au-dessus du bruit. J'ai besoin de ces documents, tous. Maintenant. Denise rassembla soigneusement son dossier de preuves, s'assurant que chaque papier était à sa place, les relevés financiers que Maya avait récupérés du téléphone de son agresseur, les mémos internes, les déclarations des victimes, 2 semaines de sa vie, compressées en chemise cartonnée et papier. Tout est ici, dit Denise, tendant le dossier. La piste de l'argent remonte à 3 ans. Des paiements de sociétés écrans appartenant à la société mère du centre commercial acheminés via des comptes offshore atterrissant dans la fondation privée du juge Harrison. Des paiements similaires à New Horizon S Supervision Service qui appartient au beau-frère du conseiller municipal Peters. Walsh feuilleta les documents, ses yeux s'écarquillant. C'est exhaustif. Elle sortit son téléphone, envoyant des SMS rapides. J'appelle mon équipe. Personne ne quitte cette pièce. Le maire essayait toujours de rétablir l'ordre, mais les coups de son marteau étaient noyés par la foule. Plusieurs membres du conseil s'étaient déjà éclipsés par la porte latérale. D'autres restaient figés, le visage pâle, se demandant probablement si leur nom figurait dans ce dossier. Règne arpentait le mur comme un animal en cage, les autres officiers bloquant toujours son chemin vers Denise. Sa main continuait de trembler vers son étui vide. Chen l'avait discrètement convaincu de lui remettre son arme quelques minutes plus tôt. Ce ne sont que des mensonges, cria Règne, sa voix brisée. Elle invente tout. Elle essaie de détruire tout ce que nous avons construit. Il se reprit trop tard. Tout ce que vous avez construit. Walsh se tourna brusquement vers lui. Et qu'avez-vous construit exactement, officier Règne? D'autres enquêteurs d'État arrivèrent, inondant la salle comme une marée de costumes sombres et d'insignes. Ils agirent avec une efficacité rodée, sécurisant les sorties, collectant les téléphones, prenant des noms. Charles Wilson, le PDG du centre commercial, tenta de se fondre dans un groupe se dirigeant vers la porte. Une enquêtrice s'interposa. Monsieur Wilson, nous allons avoir besoin que vous restiez. J'ai une réunion urgente, commença Wilson. Oui. L'enquêtrice le coupa.
vous en avez une. Avec nous. Près du pupitre, l'officier Rodriguez s'approcha de Reigne, brandissant des menottes. La vue sembla briser quelque chose en Reigne, son visage tordu de rage. Vous ne pouvez pas faire ça, grogna-t-il. Je suis l'un des vôtres. 20 ans de service. Vous allez vraiment prendre son parti? Retourne-toi, James, dit Rodriguez doucement. N'aggrave pas les choses. Un instant, Reigne sembla vouloir se battre. Ses muscles se tendirent, ses yeux dardant entre les officiers qui l'entouraient. Puis ses épaules s'affaissèrent. Le combat le quitta d'un coup. Alors que Rodriguez le menottait, lui lisant ses droits, Reigne garda ses yeux fixés sur Denise. La haine dans son regard était un pur poison. Mais Denise ne détourna pas le regard. Elle avait passé trop de temps à détourner le regard des vérités laides. Le maire Thompson avait finalement renoncé à son marteau. Il se leva, redressant sa cravate, essayant de projeter une autorité qu'il ne possédait plus. À la lumière de ces allégations, annonça-t-il, je demande une enquête indépendante immédiate sur toutes les questions soulevées ici ce soir. La ville coopérera pleinement. L'État prend en charge cette enquête, l'interrompit Walsh. Votre coopération n'est pas facultative, monsieur le maire. Elle est requise par la loi. La foule était passée des champs à la prise de vidéo avec leur téléphone. L'histoire explosait déjà sur les réseaux sociaux. Les reporters faisaient des directs depuis tous les coins de la salle. Denise regarda Reigne être emmené, suivi de Wilson et de plusieurs membres du conseil visiblement nerveux. Les enquêteurs de l'État scellaient des bureaux, confisquaient des ordinateurs, marquaient des preuves. Le système contre lequel elle s'était battue était démantelé, pièce par pièce, juste sous ses yeux. L'officier Chen lui toucha doucement le bras. « Capitaine, il y a une foule qui se rassemble à l'extérieur. Ils veulent vous entendre. » Denise hocha la tête, soudainement épuisée. L'adrénaline se dissipait, la laissant vider. Mais elle savait qu'il lui restait une chose à faire. Elle traversa la salle, acceptant des poignées de main et des tapes dans le dos d'étrangers. Maya croisa son regard de l'autre côté de la pièce, lui faisant un pouce levé avec son bon bras. Tiana téléchargeait déjà ses images vidéo, souriant triomphalement. Les lourdes portes de la mairie s'ouvrirent sur une nuit chaude. Les marches étaient bondées de manifestants, leurs pancartes illuminées par les lampadaires et les écrans de téléphone. Alors que Denise émergeait, une ovation éclata qui sembla secouer les fondations mêmes du bâtiment. Capitaine Carter. Capitaine Carter. Elle se tint au sommet des marches, regardant la mer de visages, noirs, blancs, jeunes, vieux, tous unis pour exiger le changement. Certains pleuraient. D'autres serraient des inconnus dans leurs bras. Des parents soulevaient leurs enfants sur leurs épaules pour mieux voir. Pour la première fois depuis des semaines, Denise sentit le poids écrasant commencer à se lever de ses épaules. Elle avait porté le fardeau de ce combat seule pendant si longtemps. Mais elle n'était plus seule. La vérité était révélée. La justice arrivait. L'air frais de la nuit lui semblait être la liberté sur sa peau. 3 jours plus tard, le centre commercial Greenwood ressemblait à l'ombre de lui-même. L'agitation habituelle du samedi avait été remplacée par un silence étrange, brisé seulement par l'écho des pas sur les sols polis. Des rubans jaunes de la police traversaient les entrées de plusieurs magasins, leurs vitrines sombres et fermées, sous enquête. Denise marchait dans le couloir principal, ses talons claquant sur le carrelage. Elle portait son uniforme de capitaine aujourd'hui, non par obligation, mais comme une déclaration. Cette fois, il n'y aurait aucune erreur sur son identité. Les quelques magasins ouverts avaient plus d'employés que de clients. De nombreuses boutiques étaient temporairement fermées, leurs propriétaires étant impliqués dans l'enquête qui s'étendait. L'aire de restauration, habituellement bondée le week-end, était à moitié vide. Des pancartes et des vitrines annonçaient, sous nouvelle direction, ou, temporairement fermées en attendant un examen. Une jeune mère poussant une poussette reconnut Denise, éclatant d'un large sourire. « Capitaine Carter, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. » Denise hocha la tête, touchée par la chaleur de la voix de la femme. D'autres personnes la remarquèrent, commençant à se rassembler. Un homme âgé tendit la main pour lui serrer la sienne. « Mon petit-fils était l'un d'eux, dit-il doucement. Ils l'ont piégé l'année dernière avec une fausse accusation. Ils l'ont forcé à accepter cet accord de plaidoirie. Maintenant, son dossier est en révision. Grâce à vous. » J'en suis ravi, répondit Denise, lui serrant la main.
C'est exactement pour cela que nous nous sommes battus. Une petite foule s'était formée, la suivant à distance respectueuse. Certains applaudissaient doucement, d'autres voulaient juste être près d'elle pour exprimer leur gratitude d'un signe de tête ou d'un sourire. Les agents de sécurité, de nouveau recrutés après le renvoi de toute l'équipe précédente, se tenaient droit et saluèrent à son passage. Près de la fontaine, un groupe d'adolescentes chuchotait avec excitation, la montrant du doigt. L'une d'elles se sépara du groupe, s'approchant nerveusement. « Capitaine, voudriez-vous prendre une photo avec nous? Vous êtes comme notre héroïne maintenant. Nous avons fait une présentation entière sur vous en cours d'éducation civique. » Denise posa avec les filles, leur excitation contagieuse. Leur téléphone cliquait et flashait. Elle se rappela son âge, à quel point cela aurait compté de voir quelqu'un qui lui ressemblait tenir tête au pouvoir et gagner. Ne laissez jamais personne vous faire sentir moins que ce que vous êtes, leur dit-elle. Défendez ce qui est juste, même quand c'est difficile. Elle repéra Kayla qui l'attendait près de la boutique, celle-là même où tout avait commencé. Le visage de sa nièce s'illumina à l'approche de Denise. Tatidée, Kayla se précipita pour un câlin. C'est tellement bizarre d'être de retour ici. Bizarre bien ou bizarre mal? Bizarre bien. Carrément bizarre bien. Kayla désigna le magasin. Ils ont tout un nouveau personnel. La gérante qui a appelé les flics sur vous? Elle est aussi sous enquête. Il s'avère qu'elle recevait des pots de vin pour cibler les clients noirs. À l'intérieur de la boutique, l'ambiance était complètement différente. Le nouveau personnel les accueillit chaleureusement, presque avec révérence. La jeune caissière pouvait à peine contenir son excitation. « Capitaine Carter, c'est un tel honneur. S'il vous plaît, faites-nous savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Denise et Caleb parcoururent la section des bijoux, enfin capables de faire leurs achats en paix. Les mêmes présentoirs qui avaient mené à l'arrestation de Denise scintillaient maintenant innocemment sous les lumières. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'il a fallu 3 semaines juste pour t'acheter un cadeau d'anniversaire, » dit Denise, examinant un délicat collier en argent. Ça valait la peine d'attendre, cependant. Kayla toucha le bras de sa tante. « Ce que tu as fait, ça a changé les choses. Jean, ça a vraiment changé les choses. Les enfants à l'école me regardent différemment maintenant. Ils veulent savoir ce que ça fait d'avoir une super-héroïne comme tante. » Denise rit. « Je ne suis pas une super-héroïne, ma chérie. Juste quelqu'un qui en a eu marre d'être bousculé. C'est ce qui fait de toi une héroïne, pourtant. Tu avais peur, mais tu l'as fait quand même. » Elles choisirent un magnifique pendentif, des ailes d'argent s'étalant en plein vol. Alors qu'elle s'approchait de la caisse, d'autres acheteurs reculèrent, insistant pour qu'elle passe en premier. La caissière emballa soigneusement leur achat, ajoutant une deuxième petite boîte. « C'est un cadeau de notre part, » expliqua-t-elle. « Pour nous excuser de tout. » Denise commença à protester, mais l'expression sincère de la jeune fille l'arrêta. « Merci. C'est très gentil. » D'autres personnes s'étaient rassemblées devant le magasin, formant une sorte de haie d'honneur improvisée. Une femme âgée pressa des biscuits dans les mains de Denise. Un homme en costume s'arrêta pour la remercier d'avoir exposé la corruption. Des parents la montrèrent à leurs enfants, expliquant qui elle était. « Regardez, c'est la capitaine de police qui a tenu tête aux méchants. » En marchant vers la sortie, la foule s'agrandit. Quelqu'un commença à applaudir. Le son se répandit, remplissant le centre commercial d'applaudissements. Denise sentit Kayla lui serrer la main. La sécurité tenait les portes ouvertes à leur approche. Dehors, le soleil de fin d'après-midi peignait le ciel de nuances d'orange et de rose. Les applaudissements les suivirent jusqu'au parking. Kayla serra son sac de shopping, souriant. C'est comme une fin de film ou quelque chose. Denise sourit, pensant à tout ce qui s'était passé, la peur, la colère, la trahison, mais aussi le courage, la solidarité, la victoire. Elle pensa à Maya qui se remettait mais travaillait déjà sur sa prochaine histoire, à Tiana, dont la vidéo avait aidé à déclencher un mouvement, à toutes les personnes dont la vie avait été touchée par ce combat. « Tu sais quoi, ma petite ?» Denise serra l'épaule de sa nièce. Elle garda sa voix basse, destinée uniquement à Kayla. « Ce combat n'est pas terminé, mais nous avons gagné aujourd'hui. » Le soleil couchant capta les ailes argentées du nouveau collier de Kayla, les faisant scintiller comme l'espoir prenant son envol. J'espère que vous avez apprécié cette histoire.
N'hésitez pas à la partager avec vos amis, et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné 2 histoires pour vous que je pense que vous apprécierez. Passez une excellente journée.